Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir au Futuroscope. C'est magnifique. Je me demandais, c'est écrit en 1987, c'est ça, si je me souviens bien. J'étais tout jeune à l'époque, on était tous tout jeunes, on est toujours tout jeunes d'ailleurs, bien entendu. Mais, donc tout ça pour dire que, comme vous l'avez bien dit, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Je pense que c'est ça qu'on oublie trop souvent. C'est que bien sûr, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne veut plus qu'il y ait de crise. Ça, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que c'est crise sanitaire, ça serait mieux de les éviter, mais c'est comme le corps humain. L'important, c'est de sortir par le haut de ces crises. Mais si un jour un économiste vous dit qu'il peut supprimer les crises, vous saurez que c'est un menteur. Ce n'est pas possible. Simplement, il faut les anticiper et savoir comment réagir et les voir justement comme des opportunités. Alors après, il y a effectivement le piège, Richard l'a dit, c'est le fameux reset. C'est-à-dire que normalement, quand il y a une crise comme ça, on appuie sur reset. C'est comme un appareil qui ne fonctionne plus, ou mal, on appuie dessus, normalement ça remarche. Mais des fois, on appuie sur reset et puis c'est pire qu'avant. Donc ça, c'est effectivement le danger, donc c'est le titre, donc quel nouveau monde pour demain. Alors, on va évidemment voir tout ça, ce qui va nous arriver. Alors bon, vous savez, on pourrait se dire, mais finalement, à quoi servent les économistes? Parce que dans un contexte pareil, alors, vous savez pourquoi on a créé les économistes? Pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Oui, c'est par solidarité que nous sommes là. Bon, maintenant, on pourrait dire avec les médecins aussi, parce qu'ils nous ont dit tellement de choses aussi, donc c'est plus trop qui croire, quoi croire. Mais c'est important justement d'essayer de se projeter. On va voir ensemble qu'on peut justement se projeter en toute objectivité. Alors, ça ne sera pas qu'un discours d'économiste, évidemment. Tout ce que je vais vous dire, je ne vais pas que vous le dire. Je vais aussi vous le montrer. Vous le montrer sur des graphiques, et des graphiques réalisés sans trucage. Évidemment, je le dis à chaque fois parce que ça peut arriver. Et c'est important justement de visualiser, et les graphiques, le MEDEF les a, donc je vous autorise à les distribuer, bien entendu. Comme ça, quand on visualise, on comprend. Parce que le problème des crises, c'est que souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est les crises financières, les crises économiques, sanitaires. Et quand on ne comprend pas, c'est humain. On a peur. Et quand on a peur, évidemment, on ne réagit plus, on n'investit plus, on n'innove plus. Et c'est comme ça qu'effectivement, que l'économie peut complètement s'effondrer. Donc, c'est pourquoi c'est important pour moi de pas simplement parler, parce que ça, évidemment, tout le monde peut le faire, on peut dire ce qu'on veut, on ne peut pas vérifier de ce qu'on dit. Là, tout ce que je vais vous dire, je vais vous le montrer donc, au travers de ces graphiques. Alors, vous l'avez compris, je suis très bavard, donc je vais commencer tout de suite par le programme. Donc voilà le programme, on va commencer par se rappeler que ces crises sont des phases d'opportunité. Après, on va quand même revenir sur 2020, que j'ai appelé l'enfoiré, évidemment. On s'amuse comme on peut quand on est économiste, excusez-moi, mais parce que c'est vrai que ça a été quand même un vrai enfoiré, ça l'est toujours d'ailleurs, ce Covid. Après, surtout, le plus important, quelle reprise? Aujourd'hui, surtout demain. Est-ce qu'on va rester sur une croissance forte? Parce que là, évidemment, on est en train de croire, on nous dit oui, on va faire 6 à 7% de croissance cette année. C'est normal, on a fait moins 8 l'année dernière. Maintenant, on ne va pas rester, je vous rassure, ou je vous inquiète peut-être, on ne va pas rester sur 5% de croissance, on verra tout à l'heure. Et puis surtout, il y a des dangers qui sont là. Alors c'est sûr que je pourrais vous les cacher, ces dangers. Je pourrais vous mentir, vous dire maintenant tout va bien dans le meilleur des mondes, mais là, évidemment, ça ne serait pas mon rôle. Et ça ne serait pas ce que je souhaiterais faire. Je dois vous dire effectivement la vérité. Alors, donc, il faut bien sûr être optimiste. Je suis optimiste. Je suis aussi chef d'entreprise. Si on est chef d'entreprise, c'est qu'on est optimiste, surtout en France. Mais on doit aussi être réaliste. Pour moi, il n'y a rien de pire que justement de cacher la réalité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique. Non, on dit, non, vous inquiétez pas, non, tout est pris en charge, tout va bien. Non, il faut dire les choses. Moi, ce qui me rend fou aujourd'hui, alors bon, je ne sais pas s'il y a le président j'allais dire le gouverneur, mais le directeur de la Banque de France de la région. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu, pas braqué contre eux, mais depuis quelques mois, ils nous disent non, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas que la BCE, mais également la Réserve fédérale américaine, etc. On nous fait croire qu'il n'y a pas d'inflation. Or, l'inflation, elle est là. On la voit, on la vit tous les jours, et on le verra tout à l'heure sur des graphiques. Pourquoi mentir? C'est quand même incroyable. Que les politiques fassent du déni de réalité, ça on a l'habitude. Mais que les patrons des banques centrales, qui sont ce que j'appelle les gardiens du temple, nous mentent, ça c'est très dangereux. Voyez, donc on verra tout à l'heure que oui, il y a de l'inflation, mais là aussi ça peut être un facteur d'opportunité entre guillemets. Après, il y a la dette publique. Là aussi, on nous dit la dette publique, bon, vous inquiétez pas, le PGE, tout ça, non mais c'est rien. On va pas faire, ce sera jamais remboursé tout ça. Ah bon? Alors il faut qu'on m'explique comment on va faire. Oui, parce que cette dette publique, justement, elle est à l'actif de la Banque centrale. Donc si on détruit de la dette publique, on doit détruire de la monnaie également. Donc ce qui évidemment est très compliqué. Donc on verra tout à l'heure. Puis bien sûr, je ne vais pas seulement vous dire ce qui ne va pas, il faut dire ce que nous devons faire pour que ça aille mieux. D'un point de vue bien sûr de l'économie française, parce qu'on peut encore sauver notre économie française, bien entendu. Et bien sûr, je terminerai avec des pistes stratégiques pour vous, pour nous, pour les entreprises françaises, qui encore une fois seront des gagnantes de la crise. C'est inévitable, si évidemment elles savent prendre les bons choix stratégiques. Donc je terminerai évidemment par ça, avec de l'optimisme, bien entendu. Donc
Je vais commencer tout de suite avec donc un premier graphique très simple qui représente ici l'évolution des marchés boursiers. Alors en rouge, c'est le CAC 40, en bleu, c'est le Dow Jones. Alors pourquoi la bourse? Parce que normalement, je dis bien, la bourse doit refléter une réalité économique. Normalement, la bourse va nous dire où va l'économie demain. Et donc, vous voyez, je vous ai mis ici toutes les catastrophes qu'on a traversées depuis 2000. On aurait pu remonter à beaucoup plus loin, mais juste depuis 2000. Alors, il y a eu tout type de crise. Voilà, il y a eu le crack Internet, justement. On parle de bulle aujourd'hui. Après, il y a eu le crack Internet le 11 septembre, la guerre en Irak, la crise des subprimes, et ainsi de suite. Et finalement, à chaque fois, on nous dit que c'est la fin du système. Ben non. On s'en sort. Ce que disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc c'est ça, je pense, aujourd'hui, le plus important, c'est de bien voir ces crises comme un moyen d'être plus fort. Maintenant, après, il ne faut pas se laisser avoir non plus. Mais alors, je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais juste quand même cette crise des subprimes, parce que pour moi, justement, c'est vraiment un trait extrêmement important de notre civilisation, de l'être humain, finalement. C'est que cette crise des subprimes, c'est quoi? Ce n'est pas un méchant spéculateur qui l'a faite. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bien, si vous voulez, en économie, vous savez que l'économie, donc c'est variable, mais il y a quelques règles qui ne changent jamais. Et parmi ces règles, il y a la suivante, que je vous donne, peut-être que vous connaissez, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça veut dire, si je veux un rendement élevé, je dois prendre des risques. Si par contre, je ne veux pas prendre de risques, ce qui peut se justifier, j'ai peur, j'ai pas envie, je dois me contenter de rendements faibles. Voilà. Si on raisonne comme ça dans sa vie, on n'aura pas trop de surprises. Le problème, c'est que justement, l'être humain est ainsi fait que il veut changer cette règle. Moi, ça m'arrive tous les jours. On me dit, vous n'avez pas un coup là, alors voilà, j'ai 10 000 € de côté, je ne sais pas quoi en faire, mais je veux en récupérer 20 000 ou 30 000. Mais sans risque, bien entendu. Ben non, ça, c'est pas possible. Ou alors, c'est un délit d'initié, et là, évidemment, c'est du pénal, donc c'est très dangereux. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous en donner. Moi, je ne ferai pas ce... Mais c'est vrai que c'est très tentant. Et donc, continuellement, on essaye de transformer cette règle. Et c'est ça la crise des subprimes. Les subprimes, ce n'est pas un spéculateur qui l'a inventé. Qui a inventé les subprimes? C'est Bill Clinton, dans les années 90, aux États-Unis, le président américain, qui voulait que tous les ménages américains soient propriétaires de leur logement. Donc c'est plutôt salutaire. Sauf qu'évidemment, les ménages non solvables, on ne peut pas leur octroyer des crédits, parce que les banques n'ont pas le droit de leur octroyer des crédits. Donc c'est là où est arrivée l'idée géniale. On dit on va créer effectivement des organes ad hoc, des subprimes, qui vont octroyer des crédits à des agents donc non solvables, donc très dangereux, et le gouvernement américain va garantir l'hypothèque. Et puis pour arranger les choses, on va avoir des taux d'intérêt extrêmement bas, donc des taux d'intérêt variables. Et ça, c'était dans les années 90. Quand explose la crise des subprimes? En 2007. Vous voyez que ça a mis du temps. Et donc pourquoi? C'est qu'en fait, ces subprimes, évidemment, vont se développer. Et donc ça va tellement bien marcher qu'il va falloir calmer le jeu. Et donc la Réserve fédérale américaine va commencer à augmenter les taux d'intérêt. Et donc, le pauvre ménage américain non solvable, qui payait au début des taux d'intérêt à 2-3%, quand les taux d'intérêt deviennent variables, donc indexés sur les marchés, plus la subprime, plus la prime de risque, il se met à payer 12, 13, 14% de taux d'intérêt. Il ne peut pas. Donc il dit, bon, je passe au plan B, donc je vends la maison, sauf que comme tout le monde fait pareil et que les maisons sont de très mauvaise qualité, les maisons ne se vendent pas, et donc le ménage ne peut pas rembourser. Donc le ménage fait faillite, le subprime fait faillite, et effectivement, c'est une crise immobilière, bon, ça arrive, classique. Sauf que, comment on passe de cette crise immobilière à une crise mondiale? C'est ça le problème. C'est que ces dettes subprimes, en fait, elles ne s'en sont pas arrêtées là. Elles ont été transformées. Ce qu'on appelle en finance de la titrisation. Ça veut dire, en fait, on va prendre ces dettes, donc très dangereuses, et on va les modéliser, les mettre dans des produits financiers très complexes. D'ailleurs, ce n'est pas fait par des financiers, c'est fait par des ingénieurs, des mathématiciens, des gens extrêmement intelligents. Et ils vont dire, voilà, ils vont mettre des modèles tellement complexes qu'en gros, ces dettes, donc titrisées, une sorte d'obligation, si vous voulez, vont être notées par les agences de notation AAA. D'ailleurs, on ne savait pas ce que c'était à l'époque AAA. Certains croyaient que c'était l'andouillette. Bon. D'ailleurs, c'est 5A pour les connaisseurs l'andouillette. Et donc, AAA, ça veut dire sans risque. Donc, rendez-vous compte, on avait des dettes extrêmement dangereuses qui étaient pourtant sans risque. On avait des banques qui créaient des produits qu'on appelait à l'époque des SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le nom, il y a un problème. SICAV monétaire, c'est sans risque. Dynamique, à rendement élevé. D'où vient le rendement? C'est qu'il y a un risque quelque part. Il était là. Et donc, quand effectivement les subprimes explosent, l'actif, c'est pas qu'il a perdu 20%, c'est qu'il ne vaut plus rien. Et donc, c'est comme ça que la crise s'est généralisée. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Après, il y a eu bien sûr la faillite de Lehman Brothers.
qui là aussi était un règlement de compte à l'américaine, donc à la cow-boy, entre guillemets, et on a frôlé la catastrophe. C'est-à-dire que les banques voulaient plus se prêter entre elles, et ça s'est effondré. Mais c'est là que l'être humain est génial. C'est qu'on a eu la crise à peu près la même qu'en 1929. Mais à l'époque, c'était l'ultralibéralisme, mais le vrai. Donc on a laissé faire à l'époque la crise, on a laissé la crise s'installer. Et là, bien au contraire, et heureusement, les dirigeants du monde, donc monétaires et les dirigeants politiques, ont dit non, on ne va pas faire comme en 29, donc on va faire une relance. Et donc, vous voyez, ce que j'ai dit à l'époque, j'ai écrit un livre qui s'appelait en 2009, qui s'appelait Crack Boom et Demain. J'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer, parce que tout le monde était très pessimiste à l'époque, et effectivement, ça a redémarré. Le problème, c'est que ça a tellement bien redémarré que maintenant, les crises n'existent plus. Vous voyez? Alors là, il y a eu plein de crises, hein. Il y a la crise grecque, le Brexit, la crise chinoise, etc. Bref, quoi qu'il arrive, ça flambe. Et le plus bel exemple, c'est quand même le coronavirus. Parce que là, évidemment, on a eu effectivement un krach boursier, un vrai krach. C'est-à-dire pendant en un mois, en fait, les bourses ont chuté de 35%. En un mois. Ça fait mal. D'accord ? Mais regardez, 3 mois plus tard, on avait déjà retrouvé les niveaux d'avant la crise. Et là, aujourd'hui, alors là, on ne sait plus où ça va s'arrêter. On est à 7 000 sur le CAC 40. Si on réintègre les profits, on est à plus de 20 000. Enfin bon. Donc, tout paraît bien. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé une sorte de martingale qui s'appelle la planche à billets. C'est-à-dire que, la planche à billets, on imagine une planche comme ça, on imprime des billets, c'est magnifique. On en veut une pour Noël, hein, c'est l'occasion, là, faites vos commandes. Mais en fait, c'est quoi cette planche à billets ? C'est très simple, c'est que les États, pour sortir de cette crise, se sont énormément endettés. La crise de Lehman Brothers, la crise du coronavirus. Sauf que normalement, quand on s'endette énormément, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les taux d'intérêt augmentent. C'est logique, je suis très endetté, donc je suis risqué. Mais là, la nouveauté, c'est que plus je m'endette, plus les taux d'intérêt baissent. Parce que cette dette publique est achetée par la Banque centrale. Donc, ce n'est pas des investisseurs normaux, c'est les banques centrales qui les mettent directement dans leur bilan. Et donc, on a une sorte de miracle, j'appelle ça plutôt de la morphine, si vous voulez, qu'on donne effectivement à profusion, sauf que, sans être un grand médecin, hein, la morphine, ça calme la douleur, et ça ne soigne pas la maladie. Et donc, tout l'enjeu des années 2022, 2025, 2030, c'est ça le reset. C'est quoi le nouveau monde pour demain? Alors justement, on va voir ce qui va se passer maintenant. Alors rapidement, on va revenir sur cet enfoiré, bien entendu, de 2020, parce que c'est vrai que c'est une récession historique qu'on a vécue. Vous voyez ici, on voit la baisse du PIB mondial. Vous voyez par exemple, là c'était la faillite de Lehman Brothers. Vous voyez, on a fait moins 0,1%. Vous voyez, c'était quasiment rien. Pourtant, ça fait peur à tout le monde. Là, on a fait moins 4% de baisse du PIB mondial. Moins 4, j'ai jamais vu, bien entendu. Si on regarde, bon, on n'a pas le temps de tout voir, mais vous aurez les graphiques, hein, donc vous pourrez tranquillement les regarder chez vous. Vous voyez, si je prends la France, bien sûr, moins 8%. Vous voyez, au niveau mondial, moins 4. Voilà, les Espagnols, moins 10,8. Bon, bref. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, vous voyez que là, je vous montre l'histoire américaine, par exemple, depuis les années 30, on n'avait jamais vu ça, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça c'est le PIB aux États-Unis, comme il y avait l'effort de guerre, la croissance était très forte aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a eu le contre-coup, mais depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, jamais on n'avait vu ça aux États-Unis. Moins 4% de baisse du PIB, donc de la richesse. Si je prends le cas de la France, c'est pareil. Vous voyez, la France, d'ailleurs, ça c'est quand même assez incroyable. On le sait peu, mais la France, on a la chance de vivre dans un pays formidable, où il n'y a pas de récession. Et depuis 1950, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que 4 récessions. Vous voyez, moins 1% en 1975, donc c'est la baisse du PIB, moins 0,6 en 1993, moins 2,9 en 2009, et là, moins 8 en 2020. Formidable. Oui, non, pas de récession, mais là, elle était effectivement très costaud. Alors, tout le problème, c'est que cette récession, évidemment, comment on a réagi? On s'est dit, on va faire les vieilles méthodes, justement, on va exploser la dette publique. Et donc, avant même 2021, tout à l'heure on verra 2021, vous voyez, la dette publique française, en une année, est passée de 98% du PIB à 116%. Donc, c'est ça le quoi qu'il en coûte. Si vous voulez, en 2 ans, la dette publique française a augmenté de 450 milliards d'euros. 450 milliards. Donc 20 points de PIB pour faire ça. C'est énorme, évidemment. Donc, la question est de savoir comment on finance tout ça. Comment on finance tout ça? Alors justement, ça va être, évidemment, la réponse qu'on va voir maintenant. Normalement, on la finance avec la reprise. Alors, est-ce qu'il y a une reprise? Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Il y a effectivement une reprise, et j'ai envie de dire, heureusement. Avec tout ce qu'on a mis dans le circuit économique, s'il n'y avait pas eu de reprise, ça serait quand même dramatique. Voyez. Donc, ça, c'est au niveau de la croissance mondiale. On est à 5,2% donc pour 2021. Là, on verra 2022, ça va un petit peu ralentir, mais ça a fonctionné. Il y a eu c'est le syndrome du fond de la piscine.
touche le fond de la piscine, après évidemment, je remonte. La question de savoir, c'est est-ce qu'on reste au-dessus de l'eau durablement? Donc, on va voir effectivement les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs avancés. Parce qu'en fait, quand on fait une prévision de croissance, ça ne tombe pas du ciel comme ça, évidemment. On a ce qu'on appelle les données d'enquête, notamment des directeurs d'achat, dans le monde entier, c'est des enquêtes privées qui sont faites, et donc qui nous disent, c'est pas du wishful thinking, c'est pas simplement on se dit oui, tout va bien dans le meilleur du monde, c'est quels sont mes carnets de commandes, par exemple. Et donc là, vous voyez, ça c'est le cas de la Chine. Donc, on voit donc cette croissance chinoise, donc le PIB chinois a fortement chuté en 2020. La courbe bleue, donc c'est le PIB, c'est la croissance, si vous voulez, donc ça a redémarré effectivement par la suite. Et là, c'est en train de ralentir, mais bon, on est encore autour, vous voyez, des 4. Et là, c'est les indicateurs avancés. En vert, c'est dans les services. En rouge, dans l'industrie. Donc, vous voyez que pour la fin 2021, ça va être plutôt bon, effectivement, en Chine. Donc, la croissance chinoise se maintient à 8 et 9%. Et ça, c'est quand même une surprise. C'est justement ce que j'appelle un reset négatif. C'est-à-dire que après cette pandémie, je m'étais dit, peut-être on va essayer de calmer la Chine. Parce que vous savez, la Chine, vous voyez, depuis les années 80, regardez, ça, vous avez ici l'évolution du PIB chinois depuis 1980, hors inflation. Regardez bien. Vous voyez, c'est une base 100 donc en 1980. Aujourd'hui, on est à, donc, sur un niveau de 3400, donc ça veut dire 3340% de hausse. Ce n'est pas de la bourse, hein, ce n'est pas du bitcoin, c'est le PIB chinois. 3340% de hausse, effectivement, depuis les années 80. Donc, je m'étais dit, avec ce corona, on va peut-être un petit peu les calmer. On va peut-être leur imposer des normes sanitaires, des normes, je dirais, démocratiques, pourquoi pas. Vous voyez, mais enfin bon, du moins les calmer. Et pas du tout. Et ça, c'est une vraie surprise, si vous voulez, c'est que là, ce sont les derniers chiffres de la balance commerciale chinoise. Regardez bien, c'est assez incroyable. Donc, au mois d'octobre, sur 12 mois, on a quasiment atteint 700 milliards de dollars d'excédent commercial chinois. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas calmé les Chinois, mais ils sont encore plus forts qu'avant. On achète plus chinois qu'avant. Donc, il y a quand même un problème. Oui, oui, mais le problème, c'est qu'on a trop laissé faire. Et on a laissé les Chinois acheter des matières premières dans le monde à la source. Et donc, quand aujourd'hui les matières premières flambent, les Chinois, effectivement, ils en profitent. Et le problème, c'est qu'on le verra tout à l'heure, les Chinois, ils ne font pas que des matières premières, ils font également des biens de haute technologie, et ils ont eux aussi innové. Donc, ça, si vous voulez, c'est triste à dire, hein, mais le grand gagnant de la crise pour l'instant, d'un point de vue économique, c'est la Chine. C'est le pays qui, aujourd'hui, a le mieux réagi, et surtout, qui a le plus de réserves. Parce que nous, pendant cette crise, vous l'avez compris, on a utilisé toutes nos cartouches. Alors qu'en Chine, il y a encore 3 000 milliards de dollars de réserves de change en stock à la banque centrale chinoise. Donc évidemment, ils ont les moyens encore de relancer la machine. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est que l'après-crise, la Chine, pour l'instant, est plus forte que par le passé. Alors, c'est vrai que l'oncle Sam a plutôt pas trop mal réagi, donc là on retrouve le même graphique, donc ça c'est aux États-Unis. On a un redémarrage du PIB américain, ça ralentit un peu, mais pour la fin d'année, ça résiste bien, malgré éventuellement la 5e vague. Ça résiste bien, on a une croissance qui va rester soutenue à 4-5%. Si on arrive maintenant chez nous, dans la zone euro, malheureusement, les indicateurs sont plutôt à la baisse. C'est-à-dire que, bon, nous aussi, on a redémarré, c'est logique, on est tombé, on a redémarré, puis là, ça ralentit et ça continue de ralentir. Et là, malheureusement, on n'a pas encore les derniers indicateurs liés à la nouvelle pandémie, qui arriverait éventuellement en Allemagne. Justement, l'Allemagne, c'est la grande déception. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a moins chuté, donc elle a moins redémarré, mais là, regardez, c'est en train de ralentir pour la fin d'année. L'Allemagne, c'est 30% du PIB de la zone euro. Donc si l'Allemagne n'est pas là pour tirer tout le monde, c'est un petit peu embêtant. Alors justement, nous les Français, on arrive chez nous maintenant, c'est pas trop mal, hein, mais nous aussi, ça ralentit pour la fin d'année. Vous voyez, c'est-à-dire, on a mangé notre pain blanc. On a eu l'effondrement, ça redémarre et ça ralentit déjà. Vous voyez, pourquoi alors? Mais pourquoi ça ralentit? C'est très simple. C'est un concept en économie qu'on appelle la croissance structurelle. C'est quoi la croissance structurelle? C'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Le rythme de croisière de la croissance. Ça veut dire sans crise, sans relance, le niveau normal. Eh bien, nous, en France, ce niveau normal, c'est ça le problème. Ce n'est pas 5%, ce n'est pas 4%, ce n'est pas 3%, c'est 1%. Donc nous, quand on commence l'année, en une année normale, j'ai envie de dire, on a 1% de croissance. C'est ça que je dis toujours, nos entreprises françaises, elles sont bien plus compétitives que les entreprises allemandes ou américaines ou anglaises. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, vous avez 2,5% de croissance structurelle. En Allemagne, il y a un peu plus, 1,5, 1,6.
Nous, si vous voulez, nos entreprises, leurs fondamentaux, c'est quoi? En Allemagne, aux États-Unis, on fait tout pour l'entreprise. Chez nous, nous sommes numéro 1 de la planète en termes de fiscalité, vous le savez. Rigidité du marché du travail, rigidité donc réglementaire, et en plus, il n'y a pas de croissance. Et malgré ça, nos entreprises sont là, vous êtes là. C'est-à-dire que vous êtes bien plus forte qu'une entreprise allemande ou américaine. Nous, là-bas, on fait tout pour l'entreprise. Vous voyez donc, pas de complexe d'infériorité. Les entreprises françaises sont bien plus compétitives que les entreprises étrangères. Mais le problème, c'est que c'est l'économie française qui n'a pas été modernisée. Donc on a un handicap, si vous voulez, mais on s'en sort plutôt pas trop mal. D'accord? Alors voilà, tout le problème est là, c'est que si maintenant je regarde l'histoire de cette crise et où nous en sommes aujourd'hui, vous voyez, là on regarde le PIB des différentes zones, différents pays, donc avant la crise, hein, donc c'est hors inflation, il n'y a pas de trucage, hein, je vous rassure, donc c'est en baissant donc en T4, quatrième trimestre 2019, et après on voit effectivement ce qui se passe. Donc là on a par exemple la Chine, ça s'est effondré, après ça a redémarré. Là aujourd'hui ils sont 8,2% au-dessus du niveau du quatrième trimestre 2019. Vous voyez donc, encore une fois, les gagnants de la crise. Les Américains sont à 1,4. Nous, la zone euro, on est encore à 0,5% en deçà. Alors, vous direz, et la France là-dedans? Eh bien, la France, c'est presque pareil. On n'a toujours pas retrouvé, vous voyez, c'est la courbe bleue, le niveau d'avant pandémie en termes de PIB. Même les Belges l'ont fait. Enfin, j'aime beaucoup les Belges, hein, mais ils sont à 0,3% au-dessus. Les Allemands sont à moins 1,4%. Donc maintenant, la question est de savoir comment on a fait pour arriver à ça. On a mis 450 milliards d'euros de dette publique et on est toujours 0,1% en deçà du niveau de 2019. Ça fait cher payer le 10e de point de croissance. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est qu'il faut aujourd'hui avoir une vision avec une certaine efficacité. Donc 2021, effectivement, on va avoir une croissance très bonne, autour des 7%, mais dès 2022, on va revenir vers ton niveau normal, ça veut dire autour des 2,2, voire 1,5% de croissance. Vous voyez donc, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, je dois vous dire la vérité. C'est-à-dire que, d'autant, et surtout qu'après les élections de 2022, là, on va devoir dire, parce que là c'est la distribution de chèques, etc. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est le quoi qu'il en coûte, mais il continue. Les mêmes, bon. Et aucun candidat aujourd'hui n'ose plus ou moins dire la vérité. Mais tout l'enjeu est là, c'est que ça va effectivement ralentir après parce qu'il va devoir régler tout ça. Pour l'instant, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est la Banque centrale européenne qui finance. Donc c'est comme si vous vous endettez, puis vous savez, vous êtes sûr que quoi que vous fassiez, quelqu'un va acheter votre dette. Donc vous dites, il n'y a aucun problème. Je peux continuer comme ça très longtemps. C'est la blague de Coluche. Hein. Tant que je gagne, je joue. Voilà, il n'y a pas de raison. Sauf qu'après, il n'y a plus de boissons dans le distributeur. Donc c'est là le vrai enjeu. Alors, à partir de là, vous allez me dire, c'est vrai que j'ai souvent cette question, on me dit, mais bon, écoutez, arrêtez avec votre croissance. Ça suffit, la croissance. Maintenant, c'est fini. On a trop cru dans le verbe croître, même croire aussi, les deux, ça marche. Mais donc maintenant, il faut arrêter, parce que vous allez détruire la planète. Donc, on me dit, ben voilà, il faut faire de la décroissance. C'est vrai que ça fait peur, parce qu'on se dit, c'est sûr que si demain, c'est la fin de l'humanité, pour le coup, tout ça, on s'en fiche complètement. Hein. Mais le problème, c'est que la décroissance n'est pas une solution. C'est quoi la décroissance? La décroissance, ça veut dire je réduis mon niveau de richesse, je réduis mon niveau de PIB. Alors, à la rigueur, on peut se dire, nous, les pays riches, bon, à la rigueur, on est riches, donc on peut. Pourquoi pas? Mais les pays pauvres, les pays émergents, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et vous le verrez dans le livre, j'ai fait une découverte, entre guillemets, c'était disponible, mais j'ai vu les chiffres de la Banque mondiale. Et dans les années 80, vous aviez à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. La moitié de l'humanité avec moins de 1 dollar par jour. C'était énorme. Arrive donc en 2019, donc avec évidemment la mondialisation, la croissance, c'est sûr. Donc peut-être qu'on a détruit la planète, ça c'est sûr. Mais quelle était cette part de la population mondiale qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême, d'ailleurs qui montait à 1,9 $ par jour? 8,5%. Vous vous rendez compte, donc, d'un point de vue humanitaire, c'est énorme ce qui s'est produit. Je sais que tout le monde n'en est pas content, mais donc, si aujourd'hui vous faites de la décroissance, on l'a vu ce qui s'est passé pendant la pandémie,
Vous savez que pendant le premier confinement, en quelques mois, 200 millions de personnes sont retombées sous le seuil de pauvreté extrême. 200 millions de personnes. Donc si vous faites la décroissance, en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez les gars, nous, pays riches, on a eu le droit de croître pendant des siècles. Maintenant que vous nous rattrapez, vous n'avez plus le droit. C'est pas acceptable. C'est ça que depuis la COP 21, la COP 22, 23, là on est à 26, pas grand-chose, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Et même pour nous, pays riches, si c'est de la décroissance, je détruis des emplois. Si je détruis des emplois, j'ai du chômage. Si j'ai du chômage, j'ai des crises sociales, j'ai des gilets jaunes, j'ai tout, etc. Donc c'est effectivement extrêmement dangereux. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il y a quand même un dilemme. C'est-à-dire, on vit dans un monde fini. Ça, c'est une réalité. Donc comment faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini? Alors j'ai la réponse, sinon je n'aurais pas posé la question, évidemment. Mais le seul moyen, selon moi, peut-être que je me trompe, mais selon moi, de faire une croissance durable, justement dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation. Ça veut dire que j'ai le même monde, mais je vais mieux l'utiliser. Pour moi, c'est ça l'écologie. C'est-à-dire que je vais trouver des nouvelles sources énergétiques, alimentaires, pour justement mieux utiliser ce monde, moins détruire la planète. Et ça passe par l'innovation. Alors, ce n'est pas que la high-tech, on peut également changer nos comportements de vie. Il y a tout un ensemble, si vous voulez. Ce n'est pas que de l'innovation, mais ce qui est sûr, c'est que devant nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on a des boulevards d'innovation sur l'énergie, sur l'agroalimentaire, sur les nanotechnologies, sur le numérique, et ainsi de suite. Donc, c'est une chance énorme que nous avons. Ça veut dire que si on regarde sur plus long terme, on a des décennies de croissance, en espérant qu'on va justement réduire cette consommation énergétique, parce que c'est ça tout le problème. Mais si l'écologie, c'est que mettre des taxes, et je n'ai pas d'alternative, évidemment, ça ne marche pas. Et ceux qui ont bien compris ça, vous allez me dire encore eux, regardez, là vous avez donc la part du PIB, donc de la R&D, de la recherche-développement, par rapport au PIB dans certains pays. Alors le numéro 1 mondial, c'est la Corée du Sud, mais bon, il y a la Suisse qui se débrouille bien, la France va me dire, bon, on est à 2,1. Bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas mal. Oui, sauf que comme disait le général de Gaulle, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ben, vous la connaissez, ben oui. C'est-à-dire que tout le problème est là. C'est que ce n'est pas le tout de chercher, il faut trouver. Il faut avoir de la recherche effectivement appliquée. Et là, on a un problème, c'est qu'on a parmi les meilleurs chercheurs du monde, la meilleure recherche fondamentale, mais pas la meilleure recherche appliquée. On n'a pas assez de ponts entre les entreprises et la recherche fondamentale. Et donc beaucoup de chercheurs, je faisais une conférence devant les chercheurs français il y a quelques mois, et il y en a énormément qui sont expatriés dans le monde entier. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est qu'un chercheur, bien sûr, il aime chercher son métier, mais lui, ce qu'il veut, c'est que sa recherche, elle trouve des applications concrètes. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Et donc c'est ça qui est formidable. C'est que si on arrive à cela, là aussi, on aura une dynamique de croissance. C'est comme ça qu'elle va venir la croissance. Et encore une fois, ceux qui l'ont bien compris, vous voyez, c'est la dernière ligne. Regardez les Chinois, qui eux, ils consacraient 0,3% de leur PIB à la R&D dans les années 80-90. C'est parce que c'était d'ailleurs la R&D, ils copiaient à l'époque. Maintenant, c'est 2,2%. C'est la deuxième puissance mondiale en R&D au niveau mondial, en valeur absolue derrière les Américains. C'est la première dans les énergies renouvelables. C'est la Chine. Donc c'est incroyable. Parce que ça, c'est dangereux. Parce que si nous, encore une fois, on garde l'avance technologique, les Chinois, ils vont nous suivre. Mais là, si eux, ils ont également l'avance technologique, qu'est-ce qui va nous rester? Donc ça, c'est une clé pour toutes nos entreprises. Ça veut dire qu'il faut absolument innover pour justement être des gagnants des différentes crises qui vont arriver demain. Donc la clé de la croissance, la clé de l'avenir, elle est là. C'est dans un monde justement qui soit soucieux, pas simplement de faire de l'innovation, des robots, etc., soucieux également de l'humain. Parce que là, si vous voulez, pour que ça marche, il y a une condition sine qua non qu'on appelle la destruction créatrice. Ça veut dire pour que ça marche, il faut que je puisse détruire des emplois dans les anciens secteurs d'activité, mais en créer plus dans les nouveaux. Et pour y arriver, il faut des efforts de formation, d'adaptation de la main-d'œuvre et de mobilité également, qui soient hors pair. Donc là, c'est là où on est mis à contribution, mais c'est là où on a besoin de cette culture. Si on a une culture aujourd'hui qui nous dit non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas changer de secteur, je veux pas. Ça, évidemment, ça va nous freiner dans cette croissance. Et on le voit aujourd'hui, peut-être que vous êtes soumis à cela, malheureusement. Il y a des pénuries de main-d'œuvre énormes aujourd'hui en France.
Parce que justement, il n'y a pas la main-d'œuvre adéquate. Alors qu'il y a des entreprises qui ont du boulot, mais il n'y a personne effectivement en face. Donc tout l'enjeu, effectivement, est là. Alors une fois qu'on a dit ça, vous voyez que je suis même très optimiste pour les 10 années à venir en termes de croissance, mais c'est vrai qu'il y a quelques risques qui sont là. Par exemple, l'inflation. Ah, c'est vrai que là aussi, je pense que ça ne sert à rien de dire qu'il y a de l'inflation, il n'y a pas d'inflation. On va regarder les chiffres tout simplement. Donc là, on va commencer avec les Américains, c'est l'inflation américaine ici, qui donne souvent le là. Vous voyez, c'est la courbe bleue. On est à 6,2%. Donc c'est un plus haut depuis les années 90. Hors énergie, parce que là aussi, on lui dit l'inflation, c'est que l'énergie. Pas du tout. Hors énergie, vous voyez, on est à 4,5. Pareil, un plus haut depuis les années 90. Début 90. Si je regarde les indicateurs avancés de l'inflation, qu'on appelle les prix à la production, là c'est pareil, vous voyez, ça augmente. Donc, ça veut dire que les prix, l'inflation peut monter à 7-8% aux États-Unis. Là, c'est hors énergie et produits alimentaires. Regardez bien ce chiffre d'inflation donc, sur les prix à la production, ça veut dire pour les entreprises aux États-Unis, un plus haut depuis, regardez, 1982. Donc ce n'est pas de la petite inflation, c'est quand même un vrai danger. Parce que je vous rappelle que l'inflation, ça casse le pouvoir d'achat. Donc ça pose un problème pour la pérennisation de la croissance. D'accord ? Alors maintenant, si on voit ce qui se passe par rapport aux objectifs, parce que normalement l'objectif d'une banque centrale, c'est de limiter l'inflation. Donc que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a un objectif d'inflation de 2%. Donc là, c'est le cas américain. Donc, vous voyez, ils ont baissé les taux d'intérêt avec la pandémie, on comprend. Mais maintenant, l'inflation, elle est à 6,2. On ne peut plus dire qu'il faut maintenir la planche à billets, maintenir les taux d'intérêt à zéro. Ce n'est pas normal. Justement, il faut retrouver un monde normal. Et là, on n'y est pas du tout. Donc, le danger, c'est quoi? C'est que plus je tarde, plus j'alimente l'inflation. Plus je maintiens des bulles financières sur les marchés boursiers, etc. Et donc, je perds l'échelle des valeurs. Je ne sais plus combien coûte une entreprise, le bitcoin flambe, etc. C'est quoi l'échelle des valeurs? Parce que justement, on est dans cette morphine et on n'est plus au contact avec la réalité. Et alors le drame, c'est qu'on laisse croire que c'est que les Américains, mais pas du tout. On a la même chose chez nous. Là, c'est l'inflation française. Donc on aura la semaine prochaine les chiffres du mois de novembre, mais là, pour l'instant, on est à octobre. Vous voyez, donc, on est à 2,6% selon les normes INSEE. Mais si on prend les normes Eurostat, qui sont aussi calculées par l'INSEE, mais c'est normes harmonisées au niveau européen, on est à 3,2% d'inflation. Donc, que là aussi, effectivement, cette inflation qui est en train d'augmenter et qui se généralise. Si je prends le cas, toujours effectivement sur la France, je regarde les prix à la production, donc l'indicateur avancé de l'inflation, regardez bien, on est à plus de 10%. Donc ça, c'est un problème pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez une hausse des prix à la production de l'ordre de 10%, mais les prix à la consommation sont à 2,6%. Donc, cet écart, ça vient rogner vos marges, évidemment. Donc tout l'enjeu est de savoir combien de temps ça va durer. Et il va arriver un moment où, justement, il y aura cette répercussion sur les prix à la consommation, et c'est là où ça fera mal. Donc, encore une fois, la Banque centrale européenne, quand elle dit, encore Madame Lagarde, que j'aime beaucoup, qui est adorable, ce que vous voulez, mais qui nous dit, mais non, il n'y a pas d'inflation, c'est vrai que je monte les taux d'intérêt, que j'arrête la planche à billets, on ne peut pas dire ça. Je vais trouver un autre argument, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Vous voyez, moi j'ai annoncé ça depuis, justement, dans le livre, septembre 2020, vous le verrez, qu'il y a ce risque d'inflation. Donc, je ne suis pas devin, c'est de la logique, tout simplement. Et en début 2021, j'avais dit qu'elle allait monter effectivement à 3%. Et on prenait pour un fou. Ben non, on y est maintenant. Même à 6,2% aux États-Unis. Regardez nos amis allemands. Là, c'est effectivement encore plus grave. Ils sont à 4,5% d'inflation, donc c'est un plus depuis octobre 93. Et comme vous savez, les Allemands, ils ont une peur bleue, c'est l'inflation. Parce que c'est ça qui avait généré dans les années 20 l'hyperinflation, vous savez, vous vous souvenez. Donc après, ils ont dû prendre des mesures très, très contraignantes. Et après est arrivé le krach de 29. Et donc les deux crises ont poussé malheureusement Hitler au pouvoir. Donc les Allemands ont horreur de l'inflation. Et donc là, il s'est passé quelque chose il y a 3 semaines, qui est passé inaperçu, mais qui est pour moi extrêmement grave. C'est que le président de la Bundesbank, donc la banque centrale allemande, il a démissionné. C'est la première fois que ça se produit. Pourquoi? Parce qu'il a dit: je ne suis pas d'accord avec la politique de la BCE. Elle continue la planche à billets alors qu'il y a de l'inflation. Donc elle ne remplit pas son rôle. Il s'est passé un truc énorme. Et dans quelques jours, début décembre, il va y avoir un nouveau gouvernement allemand. Et j'étais à Francfort il y a quelques semaines, par hasard. Et je me suis rendu compte, alors ça fait déjà quelques années que les Allemands ne nous aiment plus trop, mais qu'il y a une vraie inimitié vis-à-vis de la France. Parce que, alors tout à l'heure, on ne peut pas continuer comme ça, augmenter la dette publique.
en France, et puis en Allemagne, ils essayent de faire des efforts. Et puis maintenant que l'inflation augmente, et puis qu'on ne veut pas arrêter la planche à billets parce qu'il y a les élections en 2022. C'est un problème. Donc là, il va y avoir quelques mois compliqués. Pour le couple franco-allemand, bon, espérons que ça va aller, mais bon, c'est quand même compliqué. Et donc voilà, la zone euro, là aussi 4,1% d'inflation, bon, j'avance, mais... Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que comme on a un ralentissement de la croissance mondiale, évidemment, l'inflation va repartir à la baisse. Mais à partir de la mi-2022. Vous voyez, là, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Là, vous avez les prix du pétrole. C'est la courbe bleue. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en 2008, le prix du pétrole est monté à 150 $ le baril. À l'époque, tout le monde disait non, mais il va monter à 250. C'est le peak oil. Là aussi, ça n'avait pas de sens. Moi, j'avais annoncé cette baisse du pétrole. Je ne suis pas devin, mais simplement parce qu'il y a une corrélation entre le prix du pétrole, la courbe bleue, et la courbe rouge, qui est la croissance mondiale. Donc, quand le baril augmente trop, ça casse la croissance mondiale, et après, le baril, effectivement, s'ajuste. Et là, un conseil pour vous, si vous avez à acheter des matières premières ou du pétrole, c'est qu'effectivement, à l'époque, en 2008, j'ai beaucoup de clients qui me disaient alors, qui achètent du pétrole. Et qui me disaient alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on nous dit que le baril va monter à 250. Je dis non, il va effectivement baisser. Alors, certains m'ont écouté, tant mieux, mais d'autres, malheureusement, ne m'ont pas écouté. Notamment une grande compagnie aérienne française, comme il n'y en a qu'une, on voit plus ou moins qui c'est. Et donc, en juillet 2008, ils ont acheté du pétrole à 150 $ à 6 mois, à terme. Donc, en pensant qu'il allait être à 250. Ils pensaient faire une affaire. Sauf que 6 mois plus tard, il était à combien le baril? 34 $. Vous vous rendez compte? Donc, ne vous amusez pas avec les cours des matières premières. Et si vous pouvez effectivement sécuriser les prix des matières premières, ça c'est bien. D'ailleurs, au travers d'options. Ça vous permet de figer le cours des matières premières, mais pas spéculer. C'est déjà assez compliqué de faire du business pour en plus spéculer sur ça. Par contre, ce qui se passe, on le voit ici, c'est que l'année dernière, vous voyez, il y a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que quand il y a eu la récession, le baril s'est effondré. Et maintenant, la remontée du baril, elle est tout à fait logique liée à la croissance qui redémarre. Mais comme on va avoir un ralentissement en 2022, donc le baril va repartir en légère baisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va limiter effectivement l'inflation à partir de la mi-2022. Mais il faut y arriver à la mi-2022. Donc d'ici là, effectivement, on risque d'avoir des hausses de taux d'intérêt, sachant que ça, c'est le pétrole, mais si vous regardez toutes les matières premières, ça continue de flamber. Par exemple, là, il y a eu des très mauvaises récoltes en Australie, le blé explose. Donc, le blé, c'est les matières alimentaires. Donc, ça veut dire que vous avez, effectivement, aujourd'hui, des prix des matières premières. C'est ce qu'on appelle l'indice CRB. Ça, c'est toutes les matières premières confondues, pondérées par leur poids dans la consommation mondiale. Vous voyez, ça a fait plus 122% depuis avril 2020. Donc là, bien entendu, c'est pas dans l'inflation tout ça. Donc, ça veut dire qu'il va quand même avoir des tensions qui vont se maintenir. Et donc, ça, sachez-le, l'inflation va rester quand même relativement élevée. Donc, mais vous pourrez répercuter progressivement sur vos prix de vente. Et ça va, évidemment, à moyen terme, coûter sur le pouvoir d'achat. Autre danger, c'est la dette publique. Alors là, effectivement, je suis désolé, je vais vous dire la vérité. Parce que je ne peux pas vous dire que cette dette publique, elle n'existe pas. Elle existe. Donc, on va se dire, mais elle vient d'où cette dette publique? Parce qu'on se dit, on a 120% du PIB de dette publique. Mais elle vient d'où? C'est très simple. La dette publique, c'est le cumul des déficits publics. Donc normalement, si vous voulez, la théorie keynésienne de relance, Keynes, c'est l'économiste dans les années justement 30, il avait dit qu'il faut faire une relance. Quand il n'y a pas d'activité, quand il y a une récession, l'État doit faire la relance. Donc augmenter les dépenses, faire de l'investissement, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, nous, on a oublié la suite. C'est que dès que la croissance revient, on n'a plus besoin de l'État à ce moment-là. Donc il doit se retirer pour retrouver un excédent public, ce qui lui permettra de relancer la machine lors de la prochaine crise. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des crises. C'est cyclique. Sauf que nous, en France, le dernier excédent public, ça remonte à quand? Regardez, c'est le petit truc bleu là au début, là, vous voyez 1974. Ça ne nous rajeunit pas. Vous voyez? Donc, depuis, c'est quand même assez incroyable. Vous voyez, que des déficits. Alors, bon, le plus beau, c'est évidemment l'année dernière, on était à 9,2. Et cette année, on va faire autour des 9. Donc, si vous voulez, l'année dernière, je comprenais, on avait moins 8% de baisse du PIB. Cette année, on a une croissance de 7%, on va quand même faire entre 8 et 9% de déficit. C'est pas sérieux. Comprenez? Faut être honnête. Je n'ai rien contre Macron, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je l'ai conseillé, j'ai été conseiller Bruno Le Maire pendant la crise. Et je lui ai dit à Bruno Le Maire, je dis arrêtez, vous lâchez trop. Vous utilisez toutes vos cartouches. Qu'est-ce qui va vous rester pour la reprise? Bien sûr qu'il fallait sauver les entreprises, c'était indispensable. Et les Français au sens large. Mais, quand même un problème. C'est-à-dire que le plus dur, c'est maintenant. Pendant la crise, de toute façon, on ne pouvait pas consommer, on ne pouvait rien faire. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a un problème?
Et c'est ça la difficulté. Et c'est là on va retomber sur nos amis allemands. Parce que avant la crise, pendant 8 ans, ils avaient soit un excédent, soit un équilibre budgétaire. Et nous, c'est en bleu, c'est en rouge. Et donc, évidemment, quand est arrivée la crise, eux aussi, ils ont fait un déficit. Mais on était à 9, 9,2, ils étaient à 4,5. Ce n'est pas le même chiffre. Tant et si bien que la dette publique, regardez ce graphique qui pour moi, aujourd'hui, vous prévenir parce qu'il est très dur à supporter, mais bon, c'est fait maintenant, c'est pas grave. Là, on a la dette publique française, c'est la courbe bleue, par rapport au PIB. La dette publique allemande, c'est la courbe rouge. 50 points d'écart. C'est du jamais vu dans notre histoire. Donc, je ne dis pas que les Allemands sont mieux que nous, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'y a pas que les Allemands, mais plein d'autres pays disent attendez, nous, on a fait des efforts, donc vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et nous, on leur dit non, mais si, bien sûr qu'on peut continuer comme ça. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui, si vous voulez, de stabilité de la zone euro, et je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que j'étais à Francfort il y a quelques semaines et j'ai entendu des responsables politiques allemands, donc du nouveau effectivement gouvernement, et c'est chaud. Alors d'ailleurs, nous les Français, petit cocorico, hein, en 2020, on est devenu le premier fournisseur de la zone euro de dette publique. C'est nous qui avons le plus de dette publique dans la zone euro. Avant, on avait nos amis italiens, vous voyez la courbe verte. Maintenant, nous, on est devant eux. Les Allemands sont là. La part dans la dette publique globale. Alors on pourrait dire oui, mais bon, jusqu'où ça va aller? Ben, pour l'instant, c'est nos limites. Vous voyez, la France, vous voyez, le top 6 à peu près, ou top 5, on est à peu près à 120% du PIB. Alors, c'est vrai que souvent on dit oui, mais bon, tout le monde a fait ça. Non, c'est pas vrai. Vous voyez, si vous regardez bien le graphique, hein, il n'y a que 7 pays qui ont une dette publique supérieure à 115% du PIB. Encore les Belges, ils font des efforts, ça va se réduire. Donc, ce n'est pas tout le monde. 7 pays sur 27 de l'Union européenne. Vous voyez, donc ça pose un problème de crédibilité également. Vous voyez. Alors, c'est vrai que, en plus, parce qu'on peut se dire, bon, cette dette, c'est pas grave, on donne souvent l'exemple du Japon. Regardez, le Japon, il y a 240% de dette publique. D'accord. Sauf qu'au Japon, 99% de la dette publique est détenue par des Japonais. Donc ils s'en fichent, c'est entre eux. Ça ne bouge pas. Par contre, nous, vous voyez, c'est les chiffres officiels de la Banque de France. Hein. 52% est détenu par des non-résidents. Donc, si vous leur dites, bah, écoutez les gars, vous êtes bien sympas, mais on ne vous rembourse pas, après, pour nous reprêter, ça va être compliqué. Donc là, effectivement, les taux d'intérêt risquent d'augmenter. Parce que c'est ça la clé. La clé, elle est là, sur les taux d'intérêt. En fait, tout le système tient aujourd'hui sur la faiblesse des taux d'intérêt des obligations d'État. Vous voyez, et là, il y a un truc de fou. Il y a un vrai paradoxe. Là, vous avez donc la dette publique française, la courbe rouge, et la courbe bleue, c'est le taux d'intérêt de la dette publique à 10 ans, les obligations d'État à 10 ans. Donc, normalement, quand la dette publique augmente, le taux d'intérêt baisse. Quand la dette publique augmente, le taux d'intérêt augmente. Et là, justement, qu'est-ce qui se passe? On a l'inverse. Plus la dette publique augmente, plus les taux d'intérêt baissent. Ils étaient même négatifs pendant quelques mois. Négatifs, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour avoir le droit de prêter à l'État français, il faut payer. C'est énorme. C'est énorme. Alors moi, j'aime bien parce que, comme je conseille des investisseurs aussi américains, etc., eux aussi, ils en achètent. Il n'y a pas que nous. Hein. Donc je les titille à la fois. Je leur dis, quand même, c'est exagéré. J'ai la dette publique française. C'est taux d'intérêt négatif. Vous êtes sûr de perdre? C'est ce qu'ils m'ont répondu une fois. Oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. Et comme stratégie d'investissement, c'est pas génial. Hein. Oui, mais bon, vous voyez, on en est arrivé. On préfère perdre de l'argent plutôt que d'investir dans nos entreprises, par exemple. Donc, si vous avez de l'épargne, déjà faites-vous plaisir, hein, carpe diem, hein, dépensez, mais surtout investissez dans vos entreprises. Vous savez au moins où va l'argent. Quel intérêt de financer la dette publique? Encore une fois, si ça générait 4%, 5% de croissance, on pourrait dire c'est pas grave. On voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Donc, et là, si vous voulez, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier et 20 ans que je vois les dirigeants politiques français, je suis désespéré, mais à une époque, quand je leur disais, faites attention, si vous augmentez la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter. Si le taux d'intérêt augmente, ça va casser la croissance. Donc ils me disaient, ah ouais, vous avez raison, on va faire attention. Oui. Que maintenant, ils me disent, mais retirez votre dette publique, on s'en fiche complètement. Ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. Je veux dire, ils me disent, bah, comme la dette publique augmente, mais les taux d'intérêt baissent, pourquoi je m'arrêterais? C'est ça qui est très dangereux. On n'est plus dans un monde normal. Et je vous ai mis un exemple encore plus fort, c'est la Grèce. Là, vous allez encore mieux comprendre.
Parce que bon, la France, on peut dire la France, on est actifs, nous sommes la France, on a des puissances nucléaires, etc. Bon, mais la Grèce, j'aime beaucoup nos amis grecs, il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, pendant la crise grecque, vous vous souvenez de la crise grecque? On avait peur que la Grèce quitte la zone euro. À l'époque, la dette publique grecque, donc ici c'est la courbe rouge, atteignait, vous voyez, à peu près 170% du PIB. Donc vous dites, oh là là, quelle catastrophe, tout va s'effondrer, etc. Et donc, les marchés financiers qui financent la dette grecque se sont dit, oh là là, on va sanctionner. Regardez le taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque, à quel niveau il est monté. 35%. Vous vous rendez compte? Donc c'est là où au début on ne voulait pas les sauver, après on n'a pas eu le choix. On dit, bah oui, pas de problème, on annule la dette, on vous reprête, etc. sur 60 ans, comme ça, même si vous ne remboursez pas, ça ne se verra pas. Bref. Et donc la dette, effectivement, a baissé, sauf que chasser le naturel, il revient au galop. Et regardez, la dette publique grecque, elle remonte, elle remonte. Là, maintenant, on est à 210% du PIB. Donc bien plus que pendant la crise grecque. Sauf que le taux d'intérêt à 10 ans grec, il n'est pas à 35, il n'est pas à 10, il n'est pas à 5, il est tombé à 0,7%. Là, il remonte, il est à 1,3, là, mais bon, vous vous rendez compte, mais on perd l'esprit, on perd le bon sens. C'est comme si vous prêtez des bonnes bouteilles de vin à un ivrogne en lui disant, en croyant qu'il va vous les rendre. Il ne vous les rendra jamais. Hein. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que, encore une fois, rappelez-vous le couple rendement-risque. À la rigueur, je préfère les subprimes. Parce que les subprimes, c'est vrai que c'était risqué, mais au moins il y avait un rendement élevé. Que là, c'est super risqué, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de chances que je ne récupère pas ma mise, mais en plus, je n'ai même pas de rendement. Quel est l'intérêt? Donc, c'est là où on perd l'échelle des valeurs. C'est là où ça devient dangereux. C'est là où il faut qu'on fasse un bon reset. C'est-à-dire un reset justement où je profite d'une crise pour en tirer les leçons de mes erreurs du passé. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le bon reset. Et dans le livre, vous verrez, j'ai fait un chapitre justement sur le risque du mauvais reset. Il y a le reset où c'est pire qu'avant. Alors, je suis optimiste, donc je pense qu'on va vite retrouver un monde normal. Et je le souhaite de retrouver un monde normal. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on a une telle, j'ai envie de dire, telle folie que quand il y a, par exemple l'été dernier, quand est arrivé le fameux variant Delta, normalement ça aurait dû faire part à tout le monde, les marchés boursiers ont explosé à la hausse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, oh là là, c'est formidable. Comme il y a le variant Delta, les banques centrales vont continuer la planche à billets, et donc je vais continuer à avoir la morphine, et donc je peux continuer à flamber. C'est complètement irresponsable. Et c'est extrêmement dangereux. Donc vivement qu'on sorte de cette crise pour retrouver un monde normal. Mais un monde normal, ça va être compliqué. D'où effectivement l'enjeu. Maintenant, voilà, je vous ai mis rapidement où est-ce que c'est la planche à billets, effectivement. La planche à billets, c'est normalement c'est le bilan d'une banque centrale. Donc à l'actif, on a ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Donc l'or, des réserves de change et des titres, des obligations d'État notamment. Et normalement, pour avoir le droit de créer de la monnaie, vous devez avoir antérieurement les contreparties. La planche à billets, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas les contreparties, mais ce n'est pas grave. Vous créez quand même de la monnaie. Avec cette monnaie donc créée ex nihilo, artificiellement, vous le mettez directement dans des bons du Trésor. Donc vous financez directement le déficit public. Donc c'est pourquoi vous avez une création monétaire qui dépasse la création de richesse. Ça, c'est très dangereux. Parce que l'écart, c'est quoi? C'est l'inflation. Donc on joue un jeu effectivement très dangereux. Regardez, visuellement, ça fait encore plus peur. C'est-à-dire que quand vous regardez le bilan de la Banque centrale, le montant du bilan de la Banque centrale européenne, donc la BCE, vous voyez, jusqu'en 2015, on était encore à 2000 milliards, on est à 8400 milliards d'euros, x 4. Ce n'est pas 20% de hausse, x 4. Donc là, évidemment, c'est évident qu'il va y avoir ce problème d'inflation qui va devoir se créer. Il faut vite arrêter tout ça pour retrouver justement un monde normal. Alors, encore une fois, ça fera peut-être un peu mal à certains, mais je suis désolé, il faut aussi valoriser nos entreprises qui ont su investir, qui ont su prendre les bons risques, qui ont su prendre les bonnes stratégies. Parce qu'aujourd'hui, comme on donne la même chose à tout le monde, finalement, il n'y a pas de démarcation. Et donc, je vais terminer maintenant avec ce passage. Comment sauver la France? Alors déjà, la France est un pays formidable. Bon, je ne vais pas détailler, mais je pense qu'on est plus conscient de la chance que nous avons de vivre en France. Oui, alors, au-delà du fait qu'on vit 85 ans pour une femme et 80 ans pour un homme, contre 65 ans dans les années 60, voyez, donc on a quand même gagné beaucoup en espérance de vie. Parce qu'il faut prendre le financement des retraites, s'il y a des questions, j'y reviendrai tout à l'heure, mais surtout, la France est un pays d'un point de vue social exceptionnel. Nous sommes numéro 1 mondiaux des dépenses sociales par rapport au PIB. 32% du PIB. Vous voyez que la moyenne de l'OCDE, c'est les pays riches.
c'est 20,5%. Nous, on est à 32. Ça, c'était avant la pandémie. Hein. Pendant la pandémie, on est monté à 33. 33, 34. Donc, il n'y a pas son pareil. Et donc, évidemment, grâce à ça, le taux de pauvreté, qui devrait être normalement à 22%, il tombe à 14%. Ça veut dire quand même 5 millions de personnes qui sont sauvées de la pauvreté grâce à cette redistribution. Le problème, c'est de savoir jusqu'où, effectivement, ça peut durer. Bien sûr, on a des fleurons industriels, il y en a dans la salle, il y en a dans toute la France, bien entendu, donc ça, c'est formidable. On a des entreprises formidables. Ce sont les entreprises françaises qui sauvent la France. Il faut être honnête, ce n'est pas parce que je suis avec vous que je dis ça. C'est une réalité. Tout le monde en est conscient, même nos politiques. Le problème, c'est qu'avec le temps, malheureusement, on s'est déclassé. C'est-à-dire que, et ça, bon, alors vous voyez, je parlais tout à l'heure de la croissance structurelle, qui était à 2,7% dans les années 80, 2,5% en 90, et maintenant on est à 0,9%. Donc ça, c'est quand même une tristesse. Même si je sais que la croissance, entre guillemets, c'est pas bien, mais quand même, on est en train de... Et surtout, regardez en termes de... Regardez les chiffres, je n'ai pas le temps de tout commenter, mais ça, c'est pour moi la grande décision. Au niveau, le rayonnement au niveau mondial. Dans les années 90, quand vous regardez le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse moyenne par habitant, d'accord ? C'est une sorte d'image de notre richesse par habitant, on était 12e du monde. C'est pas mal. Là, aujourd'hui, on est 25e. Donc, il faut se poser des questions quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, même si c'est normal que les pays émergents nous rattrapent. Enfin, ils sont très loin, parce que PIB par habitant, la Chine, par exemple, elle est 50e mondiale, elle est très loin encore. Vous voyez, mais ça pose quand même une vraie interrogation. Nous, et parallèlement, tout à l'heure on voyait les déficits publics, là c'est le déficit extérieur. Et nous, ça remonte, bon, c'est un peu moins, ça remonte à 2003. Voilà, tous les déficits extérieurs que nous faisons chaque année. Encore cette année, on va faire 69 milliards d'euros. On a un problème. Pourtant, les produits français, on les voit partout dans le monde. Le problème, c'est qu'ils sont faits à l'étranger. Ils sont fabriqués en grande partie à l'étranger. Alors, si je regarde le même graphique pour l'Allemagne, à votre avis, c'est quoi? C'est du rouge ou du vert? Eh oui. Voilà. Sur la même période. C'est-à-dire que cette année, par exemple, ils vont faire 215 milliards, vous voyez, d'excédent sur l'année. Nous, on est à 70 milliards de déficit. Problème. Nous, depuis 2000, on a accumulé 900 milliards de déficit. Les Allemands ont accumulé 3000 milliards d'excédent. Encore une fois, je ne fais pas du tout l'apologie de l'Allemagne, mais quand même, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Alors évidemment, maintenant on le sait, moi je l'ai dit depuis des années, des décennies, que la grande erreur c'était dans les années 90, quand on a eu cette stratégie, 80-90, de dire on va avoir une économie française sans usine. Ça n'avait pas de sens. C'était une erreur stratégique, historique, que nous payons encore aujourd'hui. Bien sûr que les services c'est important, mais il faut de l'industrie de pointe, il faut de l'industrie de haute technologie, et on en a, mais beaucoup, malheureusement, est parti. Alors là, on dit, ça y est, on va faire comme ça, et l'industrie, on va relocaliser. Il faut être sérieux. Nous sommes numéro 1 mondiaux des impôts. Comment vous voulez que les entreprises reviennent si vous ne modernisez pas l'économie française? Pas juste en le disant qu'on va le faire. Parce que le dire, ça, tout le monde le sait. Hein. Tout le monde sait le faire, tout le monde le fait depuis des années, et ça n'a pas marché. Vous voyez, regardez-le. Si on rajoute les services, parce qu'on dit qu'en France, il y a beaucoup de services, donc ça peut compenser. Là, c'est les années 90, vous voyez, en termes d'exportation de biens et services, on était à 200 milliards, les Allemands étaient à peu près à 350. Donc, on pouvait se battre. Là, aujourd'hui, regardez, chaque année, ils exportent 1600 milliards d'euros de produits et services. Nous, 700 milliards. C'est plus que du simple double. Donc là aussi, on a un problème. Donc, c'est évident qu'il va falloir, entre guillemets, relocaliser, mais surtout avoir les bonnes entreprises et moderniser notre économie. Parce que, là, je vous ai montré l'Allemagne, mais par exemple, il y a un pays que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Italie. Vous voyez, ils sont aussi en excédent. 60 milliards d'euros. Vous voyez, donc, c'est pas que l'Allemagne. Bon, eux, ils exportent plus, c'est vrai. Mais l'Italie, ils sont en excédent commercial, parce que l'Italie du Nord, aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises qui exportent, qui sont dynamiques. Vous voyez, donc, il faut faire attention à ça. On ne peut pas se satisfaire d'un déficit extérieur. Vous voyez, structurel. Alors, évidemment, en termes de dépenses publiques, alors là, peut-être s'est passé quelque chose en 2020, peut-être, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais nous étions déjà avant la pandémie numéro 1 mondiaux du monde en termes de dépenses publiques par rapport au PIB. On était à 57%. Et là, en 2020, alors là, incroyable, on a dépassé les 60%. Alors, quand on me dit que la France est un pays ultralibéral, si vous voulez, j'ai du mal à comprendre.
qu'on peut dire que la France est un pays ultralibéral alors que vous avez 60% du PIB de dépenses publiques. Numéro 1 dans le monde. Enfin, quand je dis numéro 1, en fait, on est numéro 6. Parce qu'il y a 5 pays qui font plus que nous. Et ce n'est pas n'importe qui. Hein. Vous avez les îles Kiribati, les îles Tuvalu, le sultanat de Brunei, c'est les chiffres du FMI, hein, tout à fait officiel. Hein. Les îles Salomon et la Libye. Bon, la Libye, je ne sais pas comment ils ont les chiffres, mais bon, on va les croire. Donc, nous, on est derrière. C'est un club très sélect, hein, c'est-à-dire pas n'importe qui. Bon, mais à la rigueur, si on avait 4-5% de croissance, on pourrait dire c'est pas grave, au diable l'avarice. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça c'est donc en 2020, donc malgré la pandémie, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont sous les 50% ou autour des 50%. Donc nous, on est vraiment au-dessus. Moi, je suis pour la dépense publique, bien entendu, mais à bon escient. Vous voyez, je le dis souvent, moi je suis un enfant des cités HLM d'Orly. Et l'aéroport d'Orly, j'ai grandi dans une cité HLM, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai cette chance, grâce à la dépense publique. Donc il en faut de la dépense publique. Vous voyez, les dépenses sociales, c'est formidable, il en faut. Mais après, il faut qu'il y ait un rayonnement. Aujourd'hui, quand vous avez un taux de chômage des moins de 25 ans de 60% dans les cités HLM, je me dis, où va l'argent? Il faut se poser les bonnes questions. C'est ça le modèle social? Non. Donc, ce n'est pas un problème de quantité de dépenses publiques. Le problème qu'on en France, c'est que nous, on est sur la quantité. Plus on a, mieux c'est. Ben non. Pas un problème de quantité, un problème de qualité. Qu'est-ce que je fais de ma dépense publique? Quand c'est que le millefeuille administratif, ça ne sert à rien. Par contre, si c'est de l'innovation, voilà, si c'est du futuroscope, parce que je veux dire, s'il y a une croissance derrière, s'il y a un investissement, alors là, c'est complètement différent. Mais il faut aussi du social, bien sûr, c'est important. Mais là aussi, on peut peut-être améliorer le fonctionnement. Et là, moi, ce qui m'inquiète dans cette pandémie, justement, dans ce nouveau monde, c'est que, souvenez-vous, avant la pandémie, justement, il y avait eu les gilets jaunes, tout ça, parce que sur les réformes des retraites et autres, il y avait des grèves pour 2-3 milliards. Là, on a lâché 450 milliards. Donc, c'est plus crédible. Vous voyez, comment on veut dire? Ben non, mais désolé, on ne peut pas. Alors, donc là, maintenant, on fait l'échec. Ah oui, alors 500 millions, 1 milliard. Qui va payer? Qui va payer? C'est pas compliqué. Voilà, c'est ce graphique. C'est nous. Là, vous avez la pression fiscale. Vous voyez, le poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Nous sommes aussi numéro 1 mondial. Vous voyez, 49% du PIB. Chiffre Eurostat. Hein. Et regardez, la courbe bleue, c'est la croissance structurelle. Vous voyez que plus la courbe rouge augmente, plus on augmente les impôts, plus la croissance structurelle baisse. Donc, la solution, on la connaît. Il faut simplement avoir le courage de la mettre en pratique. Parce que le problème là-dedans, c'est qu'on a vu les chiffres de croissance. Si on regarde les chiffres du chômage, alors là, on me dit oui, le chômage, c'est vrai qu'il baisse, ça c'est incroyable. Mais bon, quoi que là, il augmente. Vous voyez, ça c'est du troisième trimestre 2021, on est à 8,1%. Ça, c'est le chômage qu'on appelle de catégorie A. C'est-à-dire, vous voyez, le chômeur labellisé. C'est-à-dire celui qui ne travaille pas du tout. Il est disponible tout de suite et fait une recherche active d'emploi. Il faut le chercher celui-là, il faut le trouver surtout. Mais bon, mais il y en a. Et donc, ça fait 8,1%. Mais si vous regardez un peu plus loin, vous prenez ce qu'on appelle le halo du chômage. Ça veut dire les gens qui aimeraient bien travailler, mais soit ils ne sont pas disponibles, soit ils ne font pas de recherche active. Là, déjà, vous montez à 13,5%. Et si vous ajoutez ceux qui travaillent un petit peu, ils travaillent 1 jour par semaine, ou 2 jours, mais ils sont quand même chômeurs, mais ils ont un peu travaillé. Donc on ne les met pas dans les statistiques. Mais si vous voulez, regardez le saut de sous-emploi, là, donc c'est la courbe rouge, alors évidemment ça avait flambé pendant le corona, c'est sûr. Là, on est quand même à 18%. Donc c'est ça le vrai niveau ce qu'on appelle le sous-emploi en France, on est à 18%. Et donc quand on a des pénuries de main-d'œuvre avec un taux de chômage de sous-emploi à 18%, il y a quand même un petit problème. Et si vous regardez, là on va revenir sur la catégorie A, parce que après c'est trop compliqué, mais sur les taux de chômage des moins de 25 ans, on a des jeunes dans la salle, ne vous inquiétez pas, vous avez une super formation, donc tout va bien se passer, mais on a quand même 19% de taux de chômage. Et la zone euro, on est à 16. L'Allemagne, ils sont à 6. Donc là aussi, problème d'adéquation entre ce qu'offrent les formations, les universités, les écoles, et ce que veulent les entreprises. Et le drame de ce corona, justement, c'est qu'il a un peu cassé, là aussi, l'échelle des valeurs. Parce que c'est très pernicieux de ne pas travailler et d'avoir quand même un salaire. C'est très pernicieux de se dire, finalement, à quoi bon me réveiller tous les matins à 6 h du matin pour aller bosser, etc. Et puis, à la fin, je vais avoir 200 € de plus. Quel est l'intérêt? Non mais,
Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je peux comprendre. On peut tous comprendre. Donc il faut réduire. Le seul moyen de donner du pouvoir d'achat, ce n'est pas en faisant des chèques, c'est en réduisant la pression fiscale qui pèse sur tous nos revenus, pas que les chefs d'entreprise, au sens large. Donc voilà les mesures que je préconise. Bon, s'il y a des questions, j'y reviendrai, mais on ne va pas tout développer. Mais bien sûr, baisser les impôts pour tous, ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ce n'est pas la rigueur pour la rigueur. Ça veut dire qu'il faut être bienveillant. Il faut donner du pouvoir d'achat, baisser la fiscalité, baisser les impôts sur tous, la CSG par exemple, l'IS pour les entreprises, bien entendu. Bien sûr, il faudra aussi réduire les dépenses publiques, notamment de fonctionnement, qui augmentent chaque année de 10 à 15 milliards d'euros. Le fonctionnement, pas l'investissement, 10 à 15 milliards d'euros. Réduire le coût du travail en baissant les charges, augmentant le salaire net. Avoir un marché du travail plus moderne. Bon, les 35 heures, c'est la tarte à la crème, mais on sait très bien qu'il faut arrêter ce caractère obligatoire. Innover, comme je l'évoquais tout à l'heure. Faciliter le financement de l'économie au travers de fonds d'investissement, ce qu'on appelle les fonds de pension, pour la retraite, qui vont investir sur 30, 40 ans. Donc eux, on pourra prendre des risques avec eux. Ils pourront financer des GAFAM françaises, etc. Et là, aujourd'hui, on n'a pas les structures. Et bien sûr, dernier point important, développer la culture économique des Français. Je pense que le problème numéro 1, il est là. Non, il ne faut pas galvauder ce terme, parce que c'est bon, on dit, oui, bon, la culture économique, c'est quoi? Alors, tout l'enjeu, c'est que justement, aujourd'hui, par exemple, c'est sûr qu'on fait des formations économiques. Lisez un manuel d'économie de seconde, ça donne des boutons, hein. Ça fait peur. Oui. Surtout pour l'entreprise, qui est l'exploitation de l'homme par l'homme. Bon, ça existe, hein, c'est sûr. Mais bon, il faut quand même avoir une autre vision du monde, pas manichéenne. Oui. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui est là. Alors, où vous allez développer la culture économique? Je vais vous mettre à contribution, c'est chez vous. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de développer la culture économique des Français, c'est dans l'entreprise. Et vous expliquez à vos salariés comment fonctionne une entreprise. C'est quoi un compte de résultat? C'est quoi? Comment on forme un salaire, par exemple? Je suis sûr qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas combien ça vous coûte, effectivement. Oui, donc, expliquer, augmenter la part variable également des salaires, pourquoi pas, en fonction des résultats d'entreprise. Vous voyez, voilà. Il faut créer du lien, ce qu'on appelle du lien social au sein de l'entreprise, et après, évidemment, l'ensemble de l'économie française pourra en bénéficier. Mais comme on ne peut pas compter sur les médias ou sur l'éducation nationale au sens large, hein, même si j'y participe, parce que même dans les médias, mais très vite on vous dit non, là, vous allez trop loin, etc. Donc, mais ça, je suis persuadé que ça va se faire. Mais il faut que ça vienne effectivement de la base, de l'entreprise. Alors justement, pour terminer, quelle stratégie pour nos entreprises? Bon, rapidement, je vous disais l'heure, donc l'épargne des Français a augmenté de 200 milliards d'euros pendant la crise. Donc maintenant, ils vont dépenser, donc ça c'est bon pour vous, la consommation, elle va rester bonne. Il y a évidemment les ménages qui se ressentent sur leur foyer, donc tout ce qui est dépenses autour du foyer, là, ça explose complètement. Là, pour le coup, il y a vraiment des pénuries. Et il y a évidemment ce qu'on appelle l'exode urbain, c'est-à-dire les grandes villes, etc. Aujourd'hui, les Français veulent, ça c'est plutôt positif. Mais il y a également des risques, évidemment, des risques de pénurie, une inflation qui augmente, le chômage qui augmente, et bien sûr, le risque d'augmenter les impôts, parce qu'il va falloir financer tout ça, notamment les impôts sur l'épargne et le patrimoine. Mais bon, comme je veux terminer avec du positif, pour moi, encore une fois, comme je l'évoquais pour commencer, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc il faut constamment développer des stratégies anti-crise. Je suis sûr que c'est ce que vous faites. Moi, j'en mets 4 en avant. Première stratégie, effectivement, de niche, sur des produits, des services, qu'on est les seuls à faire, pour lesquels on a un savoir-faire, ce qui est certainement votre cas. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches. Trop souvent, justement, on a peur parce que c'est la crise, etc. Non, il faut communiquer, il faut développer effectivement ce savoir-faire, c'est-à-dire le faire connaître. Troisième stratégie, je l'évoquais tout à l'heure, évidemment l'innovation. Alors, quand je dis innovation, ce n'est pas que la high-tech, mais on peut innover dans toutes les phases du processus de production, au niveau des relations clientèle, des relations fournisseurs, des relations comptables, du site internet. Voilà. Toujours avoir cette démarche, comment je peux innover pour améliorer mon entreprise et créer la différence par rapport aux concurrents. Et bien sûr, ça passe aussi par un effort de formation permanent de vos salariés. Pas une formation bidon, hein, une vraie formation pour justement améliorer cette innovation. Et dernière stratégie, un développement à l'international. Vous l'avez compris, je pense qu'il y a plus de croissance au niveau mondial qu'en France. Il faut en profiter. Nos produits français ont une excellente image dans le monde. Je me balade beaucoup dans le monde, un peu moins avec la pandémie, mais là, ça commence à revenir, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est absolument exceptionnel. Vous avez aujourd'hui des produits français qui ont une très bonne image, donc il faut en profiter. Souvent, on n'ose pas. Mais évidemment, quand on y est, c'est exceptionnel. Alors bien sûr, il y a également deux qualités indispensables qui sont ce qu'on appelle la transparence au niveau du fonctionnement de l'entreprise
et l'excellence du service à la clientèle. Je pense que ça, c'est ce qui se perd de plus en plus, c'est le service à la clientèle. Moi, je suis stupéfait par ce manque de sérieux. C'est-à-dire, quand vous êtes juste normal, vous êtes perçu comme très sérieux. Alors, oh là là, vous êtes sérieux, vous m'avez envoyé ça, c'est normal. Non, non, non. Bon. Ça, c'est inquiétant. Mais donc, là, il y a cette responsabilisation, effectivement, au niveau de la qualité du service que nous allons donner au travers de nos entreprises. Donc, si on a tout ça, j'ai aucune inquiétude. Vous serez toutes et tous des grands gagnants de cette crise et des crises qui arriveront parce qu'il y en aura d'autres. Et si c'est le cas à ce moment-là, alors oui, la croissance reviendra. Mais la croissance, ce n'est pas une fin en soi. C'est souvent, on me dit, bon, le PIB, ce n'est pas important. Non, ce qui compte, c'est le BIB. Vous ne connaissez pas le BIB? Le bonheur intérieur brut. Voilà. En France, on est heureux. C'est vrai que nous sommes heureux en France. Quand faut-il le rester? Mais justement, c'est ça le but. Parce que le bonheur ne tombe pas du ciel. Il faut un peu de revenus avec. Donc c'est ça le but de plus de croissance. Si je fais tout ça, j'ai plus de croissance. Plus de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'emplois. Il n'y a pas d'emploi sans croissance. Si j'ai plus d'emplois, j'ai plus de revenus, plus de consommation, d'investissement, plus de business pour nous aussi, on n'est pas que des philanthropes. Donc si j'ai plus de business, d'investissement, de consommation, de revenus, de PIB, donc j'ai donc tout simplement plus de réalisation économique, puisque c'est le mot à la mode, donc tout simplement plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on attend un peu pour quelques questions, je ne sais pas si vous voulez ou... Oui, oui. Alors, allez-y. Je suis à votre disposition. Donc, je ne sais pas s'il y a des micros et des micros qui vont circuler. Alors, si la première question est difficile de passer à la deuxième, ça ira plus vite. Allez, ah, voilà. Pierrick. Est-ce que vous pouvez faire... Je suis désolé. Bonsoir, Pierrick Pépin, embellisseur de zones industrielles. Donc j'ai découvert votre livre en lisant un livre de Pierre de Villiers, qui vous citait, donc une belle référence. Très bien. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce que vous mettiez dedans, parce que je disais, mais il nous parle d'un truc qui va peut-être arriver. Il fait plein de suppositions. Puis comme vous l'avez dit, c'est bien arrivé. Voilà. Donc ceux qui partent sans acheter le livre... ils ont... Mais il est offert, il est offert le livre, il est offert. En plus, alors prenez-le. Mes lèvres, bravo. Et une petite question, quand vous rasez le matin, vous n'avez pas envie de devenir président? Ouh là là, pas pour l'instant. Parce qu'au moins on aura un candidat de qualité qui aborderait des problèmes et avec des solutions en face. On est entre nous, je vais vous dire toute la vérité, comme d'habitude, mais c'est vrai que plusieurs fois j'ai des propositions, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien derrière. C'est-à-dire qu'on ne me laisserait pas faire. Si vous voulez. Donc, moi, je pense qu'on n'est peut-être pas encore assez près. On n'est pas assez mûr. C'est-à-dire dans la mesure où, on l'a vu pendant cette pandémie, nous, en France, on a peur de se faire mal. On ne veut plus se faire mal. Or la vie, on se fait mal. C'est comme ça qu'on apprend, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est une vraie leçon de vie. Un chef d'entreprise, une bonne entreprise, elle s'est pris des coups, etc. Puis après, elle redémarre. Elle a réussi à tirer les leçons des erreurs du passé. Nous, aujourd'hui, c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est qu'on n'a plus cette volonté. Et donc, on masque la réalité. On vous dit, non, mais tout va très bien. Tout est pris en charge. La dette, on ne va jamais la rembourser. Le problème, c'est que c'est une fuite en avant. Et le jour où on va devoir réaliser, là, ça va nous faire très mal. Donc, pourquoi pas? Mais bon, c'est une telle... mais peut-être ça arrivera un jour. Mais il faut que... Moi, je me bats, entre guillemets, je vous disais dans une société HLM, quand il y a une chance de gagner, s'il y a zéro chance de gagner, il faut qu'il y ait au moins une chance. Donc là, aujourd'hui, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est vrai qu'on me pose de plus en plus la question. Mais on verra peut-être, bon, peut-être pas là, c'est un peu tard, mais on verra 2027, dans 5 ans. Il y aura de la place. Voilà, on verra dans 5 ans. Richard, il y a Baptiste qui arrive. Richard. Oui, une petite question, Marc, parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit quand même quelque chose, on a vécu quelque chose d'exceptionnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je trouve que, je vais te tutoyer, tu fais quand même beaucoup référence au passé. Et moi, je pense quand même que dans cette période tout à fait exceptionnelle, il y a des solutions qui ont été mises en place où là, je rejoins un petit peu, il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
Mais je trouve qu'il y a eu des solutions mises en place et que ça a permis aux entreprises de perdurer, de garder le personnel. Et surtout en cette période où déjà avant on était en crise de recrutement, qu'est-ce qui se serait passé? Il y avait un des problèmes du chef d'entreprise pendant cette pandémie, c'était de dire les revenus de l'entreprise baissent. Quand les revenus de l'entreprise baissent, on a tendance à vouloir baisser les charges. Les charges de personnel sont une charge. Mais si il y a 6 mois ou 12 mois, on avait baissé les charges de personnel, on avait licencié, compte tenu de notre manque de personnel aujourd'hui, comment on aurait fait? Donc je pense que, en gros, je suis quand même assez d'accord avec les solutions. Mais je trouve qu'on... Le reset, comme je disais, je pense que le reset, il se fait en plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul reset à faire. Sûr. Il y en a plusieurs. Et toujours, je trouve que dans les périodes exceptionnelles, ce qu'il faut, et ça c'est De Gaulle qui le disait, c'était de vraiment prendre les décisions au moment où il faut et les bonnes décisions au moment où il faut. Et quelquefois, les décisions qu'on prend peuvent, en un temps donné, être considérées comme mauvaises, mais compte tenu des événements, quelquefois, ce sont quand même les bonnes solutions. Ah, bien sûr, non, mais tu vois, moi j'étais au tout début de la pandémie justement à Bercy, parce qu'avec Bruno Le Maire, nous avait réunis certains économistes. Et en fait, c'est vrai que le premier confinement, on ne savait pas ce qui se passait. Il y avait une vraie crainte mondiale. Là évidemment, bon, pour moi, l'erreur qui a été faite, si tu veux, c'était le confinement à 100%. Moi, ça, c'était une grande erreur. Et pourquoi on l'a fait, je peux vous le dire, on est entre nous, parce qu'il n'y avait pas de masque. La réponse qu'on m'a faite, j'ai dit, écoutez, si on confine tout le monde, il n'y aura plus de business, il n'y aura plus rien. Non, mais c'est pas grave, on n'a pas de masque, on n'a pas le choix. C'est pas un argument, tu comprends? Mais on a quand même fait 3 fois ce truc-là. On a fait 3 confinements. Tu comprends? Le premier, au camp, on ne comprenait rien. Mais après, ça suffit. Tu vois? Et donc, moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Si tu veux, c'est qu'on est déresponsabilisé. Tu comprends? C'est-à-dire que même au niveau des chefs d'entreprise, évidemment, il fallait sauver les entreprises, c'est sûr, mais là, il y a quand même un... Bon, je ne suis pas évidemment pour la mort de certaines entreprises, mais quand même, on n'a jamais eu aussi peu de faillites dans l'histoire de France. On a la plus grave récession historique depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais eu aussi peu... Avant, on disait que c'est le plus bas depuis 87, maintenant, c'est encore plus bas que 87. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu as des phénomènes, malheureusement, de passagers clandestins. Et c'est ce que je disais à Bruno Le Maire, je dis, attention, vous lâchez trop et sans distinction. Alors, je ne parle pas des arnaques qu'il y a eu, etc. Mais, et c'est ça qui manque. Tu veux, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une vision du monde. Tu comprends? Et moi, je pense que c'est pas nouveau, hein, c'est pas que Macron, etc. Ça fait des années que ça dure. C'est-à-dire que, tu l'as dit toi-même, on vit justement sur notre passé. Et moi, ce qui m'inquiète justement, c'est que cette solution de dire, bah, on va donner de l'argent à tout le monde puis on va fermer, pour moi, c'est une solution de facilité. C'est-à-dire que, après, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire, après, bon, c'est philosophique ce que je dis là, mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que maintenant, en plus qu'on a les vaccins, qu'on a tout ça, etc., pour moi, ce qui est extrêmement important, ça reste quand même la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprise. Tu comprends? Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des entreprises sous perfusion, pas des entreprises, des Français, des Françaises, la population. C'est quand même pas... Comment on va s'en sortir de ça? C'est quoi l'avenir des jeunes générations? Tu comprends? Moi, c'est ça. Et d'ailleurs, ce sera sûrement mon prochain livre sur la perte des valeurs. On n'a plus d'échelle des valeurs. Aujourd'hui, les geeks, là, j'aime beaucoup les geeks, ceux qui s'amusaient sur leur jeu. C'est super. Maintenant, ils gagnent de l'argent. Ils font du bitcoin, ils minent du bitcoin, ils s'amusent, parce que moi, ça me chiffonne. Hein. J'ai fait des recherches sur ça, parce que quand même, la crypto-monnaie, moi, on m'en a proposé au tout début. Je me suis dit, si j'avais mis 100 € au tout début, en 2010-2011, mais bref, j'ai pas voulu parce que ça ne correspondait pas à mon état d'esprit. Pour moi, un actif, c'est lié à une création de richesse. Là, c'est que de la spéculation. Donc pour moi, ça, c'est la finance que je déteste. Je l'ai connu, parce que j'étais chef connu dans une grande banque, auprès des activités de marché, etc. Donc ça, non. Pour moi, il faut qu'il y ait derrière une création. Là, il n'y a même plus de création de richesse. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on perd effectivement l'échelle des valeurs. Un exemple, on ne va pas parler de nous, on va parler des Américains. Tiens. Les Américains, bon, c'est un pays, c'est le capitalisme. Pendant la pandémie, il y a 3 millions, et encore aujourd'hui,
3 millions de personnes qui ont quitté le marché du travail. Ils sont où? Ben, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. C'est-à-dire, il les manque aujourd'hui. Alors, il y a eu une partie de retraités, de pré-retraités, on va dire. Et puis, il y en a d'autres, ils disent, mais à quoi bon? Voilà, ils font de la crypto-monnaie, ils font de ça, ils s'amusent. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des vraies pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis. Parce que là, en France, on n'a rien vu. Aux États-Unis, il y a un taux de chômage, catégorie A, certes, mais quand même, qui est à 4,6%. C'est-à-dire que ça aussi, c'est pareil, si tu veux. Pendant la pandémie, premier confinement, le chômage américain, il est à 3,5%, il monte à 17%. Et pas toutes les mesures, machin, etc. Il a combien maintenant? 4,6. Nous, on est à combien avant la pandémie? On est à 8. Il remonte effectivement un petit peu. Et là, on est à combien maintenant? On est à 8. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, qui m'inquiète aujourd'hui. C'est que, justement, pour moi, on n'a pas tiré les leçons des erreurs de cette crise. Parce que c'est pire qu'avant. Et on se dit, bah, c'est pas grave, la BCE va financer. Si, c'est grave. Parce que derrière, je vais faire de l'inflation. Et d'où vient cette inflation? Qui c'est qui souffre le plus de l'inflation? C'est les classes modestes. Parce que c'est ça le problème. C'est la stabilité sociétale d'un pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont de l'épargne, ils sont de plus en plus riches, parce qu'ils ont épargné, parce qu'il y a une bulle boursière, etc. Donc ils sont de plus en plus riches. Bon, je ne dis pas que c'est mal, hein, mais bon. Et par contre, ceux qui n'avaient pas d'épargne, ben, ils n'en ont toujours pas. Donc eux, ils sont... Et puis comme l'inflation vient là et qu'elle est supérieure à leur salaire, à la hausse de leur salaire, donc évidemment, ils s'appauvrissent. T'imagines là, c'est les gilets jaunes puissance 10 là. Tu vois, et moi ça je le sais parce que j'ai connu ça. J'ai une petite HLM. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, mais voilà, tu comprends? Donc c'est ça qui est dangereux. Et c'est que moi je l'ai vu parce que je le vis depuis des années. Les dirigeants aujourd'hui français, pas qu'aujourd'hui, hein, mais ça fait des années que ça dure. Ils savent pas ça. Ils connaissent pas. Ils savent pas comment ça marche. Au niveau de l'entreprise, par exemple, pareil. Très peu savent comment marche l'entreprise. Tu vois? Et alors, au niveau de la population, encore pire. Tu vois? Donc, moi, c'est ça ce que je dis. Aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il faut développer la culture économique dans vos entreprises. Parce que là, c'est comme ça que tu vas changer le monde. C'est-à-dire que tu vas avoir des salariés qui vont se dire, ah bah oui, nous, on veut que l'entreprise marche parce qu'on a conscience que si l'entreprise, elle disparaît, ben nous aussi, on n'aura plus de boulot. Tu vois? Donc, voilà. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a toujours, en France, cette culture de lutte des classes qui perdure. Et cette pandémie n'a rien arrangé. Donc, c'est dans cela, pour moi, il y a eu, on le saura peut-être dans 20 ans, mais pour moi, c'est une erreur stratégique ce qui a été fait là. C'est-à-dire, on a enlevé, on a perfusé, en fait, les gens, et maintenant, on ne veut plus enlever la perfusion. Mais pour moi, je préfère, effectivement, excuse-moi, hein, c'est peut-être votre opinion, mais je préfère, effectivement, un monde, justement, c'est la vie, hein. On va tomber, on va se faire mal, on va se cogner, mais c'est la vie. Puis après, je vais être plus fort qu'un monde où je suis dans une bulle, puis alors il ne peut rien t'arriver. Mais tu ne pourras pas te développer, tu ne pourras pas croître, tu vois. Voilà. Donc c'est là où je pense que voilà, c'est ça le nouveau monde de demain. C'est un monde où on est plus responsabilisé. Non, mais là, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Simplement, je mets le petit point en disant on est dans une situation exceptionnelle, puis à temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Et il y a, moi, un mot que j'aurais bien aimé voir, mais ça, je sais que tu es complètement d'accord, c'est la valeur travail. Parce que dans ce que tu dis, c'est ça, c'est la valeur travail. Et exactement. Donc, voilà, il faut rétablir totalement la notion de valeur travail. Moi, j'ai le même problème avec mes enfants. Hein. J'ai mon fils, lui, qui fait de la finance aussi. Voilà, et maintenant, il fait que du crypto-monnaie, etc. Mais je lui dis tous les jours, c'est pas ça la vraie création de richesse, c'est le travail. Seulement, il crée de la richesse, effectivement, c'est le travail. Dernier mot. Moi, pour apprendre un peu de culture économique, moi, à mes salariés, je leur parle souvent du boulanger qui achète sa farine, parce que tout le monde connaît l'économie d'une boulangerie. Hein. On achète de la farine, elle coûte un certain prix. On a des employés qui travaillent pour faire le pain, et le pain, on le vend plus cher au kilo que la farine. Donc, voilà, c'est la valeur ajoutée de la baguette, c'est quand même un peu simple à expliquer, mais ça montre bien qu'on crée de la richesse en travaillant. Bien sûr. C'est clair. Bon, après, tu peux faire du marketing sur la baguette, il y a les bio, machin, et tu la vends encore plus cher. Enfin, ça, oui, Jean-Michel Brunet, je vais revenir sur un sujet
qui aide beaucoup les entrepreneurs actuellement en France. Moi, j'ai créé des entreprises sur le thème du développement durable et du tourisme vert. Avec le réchauffement climatique et le Covid, on a évidemment un succès. On a des projets d'investissement importants. Notre problématique aujourd'hui, ma plus grosse question, faut-il faire les investissements compte tenu des difficultés à trouver de la main-d'œuvre? Nous sommes dans un métier où on travaille pendant les vacances, on travaille le week-end, hein, et il y en a même qui travaillent le soir. Hein. Aujourd'hui, notre problématique de recrutement est telle que faut-il continuer à investir? Si on investit demain, on ne se pose pas la question des clients. Les clients, aujourd'hui, notre problématique, c'est pas le client, hein, c'est d'avoir le personnel pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Donc, devons-nous continuer à investir? Parce que si nous investissons, évidemment, on se développe. Si on se développe, on a besoin de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre aujourd'hui, on ne l'a pas. Hein, et on ne l'a pas, on se pose même la question, certains jours, si on ne va pas être obligé de fermer. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui, de fermer une journée ou 2 oui, jours. Oui. Enfin, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà fermé pendant 2 jours ou 3 jours. On ne serait pas les premiers, quoi. Alors déjà, sur l'investissement, c'est le moment. Quoi qu'il arrive, pour une raison simple, c'est que les taux d'intérêt, vous l'avez compris, qui sont historiquement bas, ils ne vont pas le rester éternellement. Donc si vous avez des projets d'investissement, des bons investissements, c'est le moment. Il ne faut pas attendre trop longtemps parce que demain, les taux d'intérêt seront plus élevés, donc ça vous coûtera plus cher. Par contre, effectivement, sur la main-d'œuvre, je suis totalement d'accord avec vous, les pénuries, malheureusement, elles sont là, mais elles sont liées à ce qu'on dit à l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on se dit, la valeur travail, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller travailler le week-end? À quoi ça sert d'aller... Vous voyez? Et donc, c'est là où il faut aussi, effectivement, motiver, entre guillemets, et puis responsabiliser. Mais moi, je pense que, vu le taux de chômage qu'on a, on l'a vu tout à l'heure, sur le moyen terme, parce que là, encore une fois, on n'est pas dans un monde normal, mais on va le retrouver, le monde normal. Ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, et là, effectivement, la main-d'œuvre va de nouveau bouger, quand on n'aura plus, effectivement, un salaire fixe. En plus, dans un secteur, justement, donc innovant, mais également, on va dire, vert, entre guillemets, donc ça, c'est formidable. Non, moi, je pense qu'il faut y aller. Puis, c'est aussi le rayonnement de la France. Parce que, justement, voilà, on peut également faire du tourisme. Je suis beaucoup intervenu, justement, dans le secteur du tourisme depuis cette pandémie, parce que c'est un vrai enjeu. Un vrai enjeu. Mais aujourd'hui, oui, je pense qu'il faut investir. Malgré tout, il faut investir. Et la main-d'œuvre, elle viendra. Elle viendra. Mais il faut savoir l'attirer, il faut savoir la garder aussi. Il faut savoir la former et la mobiliser. Voilà, tout simplement. Mais ça passe également, je pense, depuis l'éducation nationale, c'est beaucoup plus large que ça, bien entendu. Mais là, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, tant qu'on a toutes ces aides, oui, ça va être compliqué. Et dès qu'on va retirer ces aides, enfin, pas complètement, mais certaines d'entre elles, alors là, on va retrouver un monde effectivement plus normal. Donc sur, je pense, d'ici 2-3 ans, une fois que les investissements seront bien là, oui, ça vaudra le coup. Parce que si vous n'allez pas le faire, d'autres vont peut-être le faire, et là, vous allez perdre des parts de marché. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question attention, parce que le premier qui bouge son bras, il pose la question. Non, bon. Non. Donc, ce qu'on peut vous proposer maintenant... Bon, en tout cas, juste pour terminer, c'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et encore une fois, je pense que vous êtes les fers de lance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est l'entreprise aujourd'hui qui sauve effectivement notre économie française. Et au travers de nos salariés, on doit avoir cette dynamique pour retrouver une vraie création de richesse. Et à ce moment-là, encore une fois, on sera tous les gagnants de la crise. C'est évidemment tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, bonne fête de fin d'année et à très vite. Merci beaucoup. Merci.